Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment déployer un projet web conçu avec le framework Django. Ok, donc vous avez eu à concevoir votre projet, tout fonctionne en local, l'idée c'est maintenant de le présenter ici au monde. Ok, donc pas à pas, on verra ici comment le faire. Pour ceux qui n'ont pas eu à regarder la mini-série où je montrais à quoi ressemblait le développement d'un projet avec Django, vous pourrez trouver les liens au niveau de la description de cette vidéo là. Ok, mais on a eu à concevoir ce petit blog et l'idée c'est de le prendre et de le mettre en ligne afin que vous puissiez le partager, le montrer à vos amis et ainsi de suite. Ok, donc à ce niveau on va utiliser un service qui a pour nom Heroku. Vous allez voir qu'il va nous faciliter grandement la tâche. Donc si vous n'avez pas encore de compte sur Heroku, vous pouvez cliquer à ce niveau là sur Sign Up, vous inscrire et normalement vous pourrez après vous connecter. Ok, donc là, moi, je vais rapidement ici me connecter et on va essayer de voir à quoi ressemble un peu le dashboard Heroku. Donc, par défaut, vous allez voir ici l'ensemble de vos applications qui seront listées. Ok. Si vous n'avez aucune application, vous aurez un bouton qui va vous permettre de créer une nouvelle application, ou on peut le faire également en cliquant sur New et Create a New App. Ok. Donc, normalement, vous pourrez entrer ici le nom de votre application, choisir ici un emplacement qui est beaucoup plus proche de votre emplacement et après faire ici créer. Ok, donc sachez que vous pouvez ici créer également une application en utilisant la ligne de commande, mais à ce niveau là on va le faire via cette interface là et on va appeler pourquoi pas notre projet Acme TDN. Donc le nom de notre application, j'ai eu à mettre ici Acme TDN, et si vous tapez à ce niveau là quelque chose qui est déjà pris, on va vous le signifier. Donc là, je vais garder United States et je fais ici Create App. Donc normalement, lorsque vous créez votre application, vous allez avoir tous ces onglets là. On va essayer pas à pas de voir le rôle de chacun de ces onglets. Au niveau ici de Overview, comme le nom l'indique, vous aurez ici un aperçu général de ce qui se passe au niveau de votre projet. Ok, donc vous aurez ici l'historique des activités. Si vous avez par exemple ajouté un nouveau collaborateur, cela va s'afficher ici. Si vous avez rajouté un add-on, si vous avez déployé du code et ainsi de suite. Ok, donc vous aurez à ce niveau là simplement l'historique des différentes actions que vous avez eu à effectuer. Là également, vous verrez les add-ons qui sont installés. Vous voyez-les comme des services tiers que vous avez eu installés. Vous aurez des informations sur les dinos. On va parler des dinos dans quelques instants. Et également ici, l'historique des activités en rapport avec vos collaborateurs. Parce qu'il se peut que vous travaillez sur un projet à plusieurs. Donc au niveau ici de ressources, vous voyez qu'on a une section pour les dinos et une section pour les add-ons. Donc les dinos, pour faire simple, vous pouvez vous dire que plus vous allez avoir de dinos, plus vous allez avoir à ce niveau-là de puissance de calcul et de mémoire. Cela sous-entend que vous allez payer également beaucoup plus cher. Ok, nous à ce niveau-là, vu qu'il s'agit simplement d'un projet test, on va utiliser le dino qui est donné gratuitement. Mais plus tard, si vous souhaitez mettre votre site en ligne et vous voyez qu'il est lent à charger, bien évidemment, il faudra rajouter ici d'autres dinos. Ok. Au niveau ici des add-ons, ils vont vous permettre à ce niveau-là de pouvoir ajouter des services tiers. Donc, probablement au niveau de votre application, vous aurez besoin ici d'envoyer des mails. Vous pourrez ici rajouter un add-on pour les mails. Si vous avez besoin ici d'avoir plus d'informations sur les logs, vous verrez que vous avez ici des add-ons qui sont spécialisés au niveau des logs. Si vous avez besoin ici de vous connecter à une base de données PostgreSQL, comme on va le faire, vous allez voir qu'il existe également un add-on pour cela et ainsi de suite. Ok, donc vous n'aurez qu'à taper ici ceci et vous allez trouver des add-ons qui sont appropriés en fonction de ce que vous recherchez. Donc vous voyez que pour les mails, on a par exemple un add-on pour Mailgun, un add-on pour Mailtrap. Là, si vous tapez par exemple ici PostgreSQL, nous on va utiliser ici ce add-on là. Parce qu'au niveau ici de Heroku, vous ne pourrez pas utiliser SQLite comme on a eu à le faire au niveau de notre projet. Ok, donc au niveau du projet que je souhaite ici déployer, le système de gestion de base de données qu'on avait utilisé, c'est SQLite. Bien vrai qu'au niveau ici des dinos, vous allez avoir plus de puissance de calcul et plus de mémoire. Vous n'avez pas un système de fichiers permanent. Donc, vous ne pouvez pas ici vous permettre à ce niveau-là d'utiliser SQLite comme système de gestion de base de données. Donc là, on va utiliser Postgres. Vous pouvez cliquer à ce niveau-là. Et là, vous pourrez ici choisir la version gratuite, ok, OBDev. Mais vous voyez qu'il y a des versions payantes qui vont jusqu'à 7000 $ par mois. Ok, nous on va prendre la version gratuite et faire ici provision.
Donc, ce qui est recommandé généralement, si vous savez qu'en production, donc lorsque votre site sera en ligne, vous allez utiliser PostgreSQL comme système de gestion de base de données. Il est recommandé également en local d'utiliser PostgreSQL, ok, afin de ne pas avoir de surprise. Parce que si vous utilisez SQLite en local, et probablement il y aura quelques petites différences avec également PostgreSQL, ça peut être un peu délicat, ok. Alors que si vous utilisez le même système de gestion de base de données en local et en production, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, ok. Mais là, nous, dans la vidéo, juste pour que les choses soient simples, c'est pour cette raison qu'on avait utilisé SQLite. Donc, ceci a été fait. On a rajouté ce add-on. On y reviendra plus tard. Vous avez ici cet autre onglet-là, Deploy, qui gère tout ce qui est en rapport avec le déploiement. OK? On reviendra tout à l'heure pour choisir notre méthode de déploiement. Au niveau ici de Metrics, vous aurez ici les métriques de votre application, donc toutes les informations en rapport avec l'utilisation de la mémoire, le temps de réponse, les requêtes et ainsi de suite, ok? Donc, comme vous pouvez le lire à ce niveau-là, pour que les métriques soient disponibles, il faudrait que vous ayez deux dinos ou plus, ok? Pour l'instant, nous, on aura un seul dino, comme je vous l'ai dit, il sera gratuit à ce niveau-là, donc on n'aura pas les métriques. Au niveau de Activity, vous aurez ici l'historique des activités, un peu comme on l'a vu à ce niveau-là. Et au niveau de Access, vous aurez ici les informations en rapport avec qui aura accès à votre projet, ok? Là, pour l'instant, je suis le seul collaborateur, mais vous pourrez ici rajouter d'autres collaborateurs. Vous mettrez ici leur adresse email, une invitation leur sera envoyée et ils seront ici assignés comme collaborateurs. Au niveau ici de Settings, vous pourrez ici modifier le nom de votre application. Vous pourrez ici afficher les variables d'environnement. On y reviendra ici tout à l'heure. Mais si je reclique à ce niveau-là, on pourra rajouter des variables d'environnement, supprimer certaines variables. Vous avez des informations en rapport avec votre projet et plein d'autres Mitsubishi. On pourra ici activer le mode maintenance ou le désactiver. On pourra également supprimer notre application à ce niveau-là. Si vous souhaitez voir à quoi ressemble votre application pour l'instant, vous pouvez cliquer sur Open App et normalement, voici ce à quoi ressemble notre application. Si j'avais activé par exemple le mode maintenance en cliquant à ce niveau-là, Enable Maintenance Mode, vous allez voir maintenant, on aura quelque chose de différent. On nous dira que l'application est offline pour maintenance. Là, je vais désactiver ceci. Et maintenant qu'on a eu à faire ce petit tour d'horizon, on est parti maintenant ici pour déployer notre projet. Donc, ce que j'ai eu à faire à ce niveau-là, c'est tout simplement activer mon environnement virtuel. Donc, j'ai juste tapé source v-env bin activate, vu que j'avais appelé mon environnement virtuel v-env. Ensuite, je me suis rendu dans mon projet Acme. Et c'est bel et bien ce projet-là. Je l'ai ouvert au niveau ici de Sublime Text, comme vous pouvez le voir. Et là, juste pour vous montrer à quoi il ressemblait, j'avais démarré le serveur en tapant python manage.py, run server, et je pouvais taper maintenant localhost 8000 et checker bam. Donc au niveau ici de Google, si vous tapez Django Heroku, vous allez avoir un lien qui vous mène vers cette page-là, qui vous explique comment déployer ici vos applications Django avec Heroku. Donc vous pouvez ici lire tout ceci, mais j'ai déjà eu à le faire pour vous, donc on ne va pas perdre le temps. À ce niveau-là, on suppose que vous avez utilisé virtualenv. Comme je vous l'ai dit, depuis la version 3.4 de Python, vous pouvez créer un environnement virtuel en tapant simplement à ce niveau-là, Python, dans mon cas c'est Python 3, -mvenv pour utiliser à ce niveau-là le module venv et vous créez ici un environnement virtuel. Dans notre cas, le nom qu'on avait donné ici c'est venv. Mais si vous voulez créer un environnement virtuel qui a pour nom ici Toto, vous mettez ici Toto, ok? Mais en lieu de place ici de le faire directement avec Python, on peut utiliser un package qui a pour nom ici virtualenv et vous pourrez ici créer un environnement virtuel également en faisant virtualenv suivi ici du nom de votre environnement virtuel. Après, vous pourrez ici activer votre environnement virtuel comme ceci si vous êtes sous Windows ou utiliser ceci si vous êtes sous Linux ou sous Mac, ok? Donc normalement rien de bien compliqué. Là, lorsque vous utilisez ici pip freeze, cela va vous permettre de savoir quels sont les différents packages qui ont été installés au niveau de votre environnement virtuel. Et vous voyez, nous, on a installé Django, Django Debug Toolbar, Django Extensions et ainsi de suite, ok? Mais pour la Debug Toolbar, on l'avait ici désactivé. Si je vais au niveau de Acme Settings, je vais décommenter ceci. Normalement, vous allez voir ce Mitsubishi qui va apparaître, ok? Si je redémarre le serveur, bien évidemment. Donc, si je valide, on va revenir ici, actualiser.
vous allez voir la toolbar qui s'affiche sans problème. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Ce qu'on fait maintenant, en lieu de place ici d'afficher tous les packages qui ont été installés, on va les rajouter au niveau d'un fichier qui a pour nous à ce niveau-là, requirements.txt, ok? Donc normalement, là, je vais ouvrir un nouvel onglet afin de ne pas ici couper le serveur. Je vais faire cd2 points, activer également mon environnement virtuel. Je vais me rendre dans mon projet. Et si je fais ici pip freeze, on l'a vu, on a tous ces Mitsubishi qui ont été installés. En lieu de place de les afficher, on va les mettre au niveau d'un fichier qui aura pour nom requirements.txt. Ainsi, rien qu'en se rendant dans ce fichier-là, on pourra voir tous les packages qu'il faudra installer pour utiliser notre projet. Donc, si vous êtes sous Linux ou sous Mac, vous pouvez taper ici pip freeze, vous mettez ici cette flèche-là et vous mettez requirements.txt. Il va créer un fichier requirements.txt dans votre projet et il va mettre ce contenu-là dans ce fichier-là. Si vous êtes sous Windows, vous pourrez ici copier simplement ceci, créer vous-même manuellement ce fichier-là et coller le contenu. Ok? Parce que c'est tout ce qu'il fait à ce niveau-là. Pas de problème, on va continuer. Là maintenant à ce niveau, on nous dit de créer un fichier Procfile. En développement avec Django, vous avez un petit serveur qui vous permet de tester votre application. Mais je vous ai dit qu'en production, ce serveur-là ne fera pas l'affaire, ok? C'est pour cette raison qu'on va utiliser un autre serveur Python HTTP Whiskey qui a pour nom ici JUnicorn pour Green Unicorn, ok? Donc là, il va nous falloir ici l'installer. Donc pour ce faire, ce sera très simple. Je pourrais ici venir à ce niveau-là, faire pip install JUnicorn, ok? Et je valide. Je peux refaire un petit pip freeze requirements.txt, comme ça il sera rajouté également, comme vous pouvez le voir. Et là, on nous demande ici de créer un fichier Procfile qui aura ce contenu-là à la racine de notre projet. Donc, au niveau ici de notre projet Acme, je vais créer un fichier qui aura pour nom Procfile. Remarquez, c'est un P majuscule, il n'y a pas d'extension. Et si je valide, je colle ce contenu-là. Simplement, il faudra remplacer ce Getting Started par le nom ici de votre dossier. Dans notre cas, c'est ici Acme, ok? Parce qu'il va chercher ici ce fichier Whiskey qui se trouve au niveau ici de Acme. Donc vous mettez ici Acme Whiskey, il saura que c'est Acme Whiskey comme ceci, ok? Donc là, rien de bien compliqué. Il va utiliser ici ce processus web là qui est appelé lorsqu'on a des requêtes HTTP qui sont effectuées au niveau de notre serveur. Et il pourra utiliser JUnicorn afin de répondre aux requêtes qui sont effectuées vers notre serveur web. Donc là, pas de problème. On va continuer ici à lire un peu la documentation. Là, comme c'est indiqué à ce niveau-là, si quelqu'un voulait également travailler sur notre projet, étant donné que maintenant on a un fichier requirements.txt, ok, tout ce qu'il aura à faire, c'est télécharger ce projet-là, par exemple via Git, et faire pip install -r requirements.txt. Il va lire ici ce Mitsubishi afin d'installer tous ces packages-là avec les versions qui ont été ici spécifiées, ok? Pour ceux qui ont déjà fait un peu de PHP, c'est comme si vous avez vos packages composer avec ici les versions que vous pouvez installer. Pareil, si vous avez déjà fait un peu de Ruby avec Ruby on Rails, c'est un peu votre fichier Gemfile. Vous avez ici vos différents packages et leurs versions, ok? Donc là, pas de problème. Là, on va continuer ici à lire un peu. On peut créer un fichier git ignore qui va nous permettre de faire en sorte que tous ces fichiers-là soient ignorés au niveau de notre versionning. Vu que nous allons utiliser Git, je vais le faire à ce niveau-là. Je vais créer un fichier .git ignore. Donc, désolé les gars si vous n'avez jamais entendu parler ici de Git. Git, c'est un système de contrôle de version qui va vous permettre à ce niveau-là de traquer les changements au niveau de votre code source, ok? J'ai eu à faire une formation sur Git, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage vivement à regarder ceci. Croyez-moi, en tant que développeur, cela fait partie maintenant des de facto en termes ici de prérequis que vous devez avoir. Donc là, pas de problème. Si on continue à ce niveau-là, on nous parle maintenant des git add. Je vais essayer de parcourir ceci rapidement pour vous afin de voir maintenant comment l'expliquer plus simplement. Ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est créer également un fichier qui aura pour nom ici runtime.txt. Lorsque vous créez ce fichier runtime.txt, vous pourrez préciser à Heroku la version ici de Python que vous souhaitez utiliser. Ok? Et nous, on va dire qu'on veut la version 3.6.0. Parce que la version que j'ai eu à utiliser, c'est 3.6.0. Si je fais Python-V avec un V majuscule, vous voyez Python 3.6.0. Donc, vous créez un fichier runtime.txt, vous mettez ici ce Mitsubishi et Heroku va utiliser cette version-là pour vous, en lieu de place d'utiliser une version 2, par exemple, de Python.
Cela est normalement expliqué au niveau de cette documentation-là. Si on recherche runtime, vous voyez à ce niveau-là, si je clique ici, on vous explique que vous pouvez mettre la version que vous souhaitez ici utiliser. Donc là, pas de problème. On va essayer de récapituler ce qu'on a eu à faire. On a créé un fichier requirements.txt afin de lister à ce niveau-là tout simplement l'ensemble de nos packages et les différentes versions. On a créé ici un fichier procfile qui sera utilisé par Heroku afin de pouvoir répondre aux requêtes HTTP qui seront effectuées via notre serveur. Et runtime.txt pour spécifier la version de Python qu'on souhaite ici utiliser, 3.6.0. Maintenant, à ce niveau-là, vous aurez besoin de ce qu'on appelle Heroku Toolbet. C'est une utilité en ligne de commande qui va vous permettre à ce niveau-là de vous connecter à Heroku, déployer votre application et plein de Mitsubishi. Donc, si on revient au niveau de la section Deploy, vous voyez au niveau des méthodes de déploiement, vous pouvez utiliser Heroku Git, GitHub ou Dropbox, ok? Nous, on va utiliser Heroku Git et vous voyez que c'est ce qui est sélectionné. Mais si vous sélectionnez un autre Mitsubishi, les directives seront tout simplement ici différentes. Là, on nous demande de télécharger, d'installer ici Heroku CLI, l'utilité en ligne de commande dont je vous parlais. Si vous êtes sous Mac, vous pourrez l'installer avec Homebrew ou bien télécharger ici ce fichier PKG. Si vous êtes sous Windows, si vous avez Windows 32 bits, vous téléchargez ce setup là. Si vous avez Windows 64 bits, vous téléchargez ce setup là. Et si vous êtes sur Debian ou Ubuntu, voici comment procéder. Normalement, une fois que vous l'aurez installé, vous pourrez ici taper Heroku en ligne de commande, ok? Et si vous validez, vous n'avez pas d'erreur, vous voyez ceci, c'est que ce Mitsubishi a bel et bien été installé. Désolé les gars, j'ai fait ici du charabia, ok? Maintenant, une fois que vous avez ceci, vous pouvez faire Heroku Login. Normalement, si vous tapez Heroku pour la première fois, il va vous demander ici de vous connecter en entrant ici votre adresse email et votre mot de passe que vous avez eu à utiliser lors de l'inscription. Ou bien si cela ne vous a pas été proposé, vous pourrez faire Heroku Login afin d'entrer votre adresse email. Dans mon cas, ce sera ici teacherlunet@gmail.com. Mon mot de passe, ce sera ici et si je valide, normalement, je suis connecté sans problème. OK? Et après, lorsque vous tapez ici Heroku, on pourra vous montrer comment afficher l'ensemble de vos applications en tapant à ce niveau-là Heroku apps-all. Et dans mon cas, pour l'instant, j'ai deux applications, la A4 et AtmeTDN qu'on a eu ici à créer. OK? Donc maintenant que vous avez cet outil-là, on est bon ici pour déployer notre application. Comme je vous l'avais dit, je vais supposer que vous avez Git de disponible au niveau de votre machine et vous savez vous en servir. À ce niveau-là, je vais initialiser notre projet comme un dépôt ici Git. Donc je fais ici Git init. Ensuite, je vais faire un petit git add-a avec un A majuscule. Je fais ensuite un git commit. Je vais mettre à ce niveau-là initial commit and Heroku setup. Donc, juste pour vous montrer ce que j'ai eu à mettre, c'est ce Mitsubishi là, rien de bien compliqué. Et après, je pourrais ici revenir au niveau de la documentation. On me demande ici de rajouter ceci, ok, afin de rajouter le dépôt distant Heroku. Je vais venir donc là, coller ce qui m'a été donné. Vous aurez quelque chose de différent en fonction de votre application. Si je valide, normalement tout ce qu'il a eu à faire, c'est de rajouter ici des dépôts distants. Si je fais git remote-v, vous voyez, il a rajouté des dépôts distants que je peux utiliser afin de pusher mon code vers Heroku. Donc, pour terminer, je peux faire git push Heroku master. Je vais rajouter pourquoi pas un -u, comme ça pour la prochaine fois. Donc ça, c'est le upstream. Comme ça, pour la prochaine fois, je pourrais taper simplement git push. Et si je valide normalement, vous allez le voir, il va détecter à ce niveau-là qu'on a une application Python, comme vous pouvez le voir. Il installe Python 3.6.0 parce qu'on a précisé notre runtime. Il utilise notre fichier requirements.txt afin d'installer ici tous les packages. Mais malheureusement, à ce niveau-là, vous voyez qu'on a une petite erreur. OK? Le push a échoué et le push a été rejeté à ce niveau-là. Mais on peut remonter très simplement pour voir d'où vient l'erreur. OK? Il a essayé de faire un Python manage.py collect statique et c'est là qu'on a eu ici l'erreur. OK? Je vais essayer de vous l'expliquer afin que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. Au niveau ici de notre projet, on a eu à parler un peu de l'administration. Pour me connecter, je peux faire /admin. Là, je tape le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous allez taper ici les vôtres. Si vous n'en avez pas, vous pourrez faire python manage.py
create super user afin de créer un super utilisateur. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez remarquer, c'est qu'au niveau de cette page-là, on a du code CSS, ok? Même si ce n'est pas du code CSS qu'on a eu à écrire, vous imaginez qu'on a du code qui permet d'avoir ce résultat assez nice là, ok? Donc en réalité, lorsque vous utilisez collect statique, il va prendre tous les fichiers statiques, donc les fichiers CSS, les fichiers JavaScript, ainsi de suite, de vos applications présentes au niveau de votre projet et les regrouper à un emplacement donné, ok? L'avantage, c'est quoi? Supposons que vous souhaitez délivrer vos fichiers statiques depuis un CDN, comme c'est le cas au niveau de la plupart des sites web de nos jours, ok? Cela va vous permettre d'avoir un petit boost en termes de performance pour le chargement de votre page. Si on tape à ce niveau-là, eventbrite.ca, qui est un site qui permet de gérer des événements, je fais CTRL-U pour voir le code source. Vous voyez que les différents fichiers statiques, les fichiers images, ainsi de suite, sont délivrés depuis un CDN, ok? Cela va rapporter, comme je le disais, une petite performance au niveau ici de votre site web. Donc, lorsque vous utilisez la commande collect statique, vous pourrez dire à ce niveau-là de regrouper tous vos fichiers statiques et de les envoyer au niveau de votre CDN. Et ce sera un processus qui sera tout simplement automatisé, ok? Pour l'instant, à ce niveau-là, dans mon cas, si je fais python manage.py et je fais collect statique, vous allez voir que j'aurai une erreur, ok? Juste pour vous montrer d'abord, si je fais manage.py, vous allez voir que collect statique, c'est bel et bien une commande qui est disponible à ce niveau-là, ok? Donc là, pas de problème, je vais faire collect statique. Et si je valide, on va rajouter ici yes. Vous voyez qu'on nous dit qu'on a un problème de configuration, qu'il faudra spécifier ici le static root, ok? Donc le static root, c'est où est-ce qu'il devra mettre les fichiers statiques. Donc là, à ce niveau-là, on va faire très simple. On va dire qu'il devra mettre les fichiers statiques dans un dossier static files qui se trouve au niveau de notre projet, ok? Donc si je vais au niveau de Acme, je vais au niveau de settings, au niveau ici de la configuration pour mes fichiers statiques, je pourrais rajouter ici static underscore root et je vais dire tout simplement ce sera os.path.join basedir et je vais rajouter à ce niveau là static files. En grosso modo, ce que je dis c'est quoi? Tu vas mettre tous mes fichiers statiques au niveau du dossier static files qui se trouve au niveau de mon dossier racine. Mon dossier racine c'est ce dossier là, donc il va créer un dossier static files à ce niveau là. Donc là, essayons de reprendre ceci. En faisant à nouveau collect statique, on va faire yes et vous voyez que tout s'est bien passé et il a pris tous mes fichiers statiques et il les a mis dans ce dossier static files là. Donc vous avez les fichiers statiques par exemple qui sont utilisés pour l'administration qui sont à ce niveau là, les fichiers statiques qui sont utilisés pour notre application blog qui ont été regroupés à ce niveau là et ainsi de suite, ok? Donc tous les fichiers statiques de vos applications, il les prend, il les met à un emplacement pour vous et vous n'avez rien eu à faire les gars, rien qu'en rajoutant ce Mitsubishi là. C'est pas magnifique? C'est pourquoi à ce niveau, au niveau de .git ignore, Heroku avait rajouté ce dossier static files afin qu'il ne soit pas ici pris en compte lors ici des commits. Donc là, pas de problème. Normalement, vu qu'on a eu à rajouter cette nouvelle configuration static root, on va ici mettre git add-a, on va mettre git commit et je vais mettre à ce niveau-là add static root configuration. Je valide avec la touche entrée et je vais taper pour finir git push Heroku master. Ok, donc là on va patienter. Il détecte que c'est une application Python, il installe Python 3.6, il installe nos packages en se servant de requirements.txt, il fait le collect statique. Il n'y a pas eu d'erreur à ce niveau là vu qu'on a rajouté notre configuration. Il a détecté le profile avec ce processus pour notre Dino web. Il est en train de faire le déploiement vers le nom de notre application .herokuapp.com. Ce sera un sous-domaine qui sera disponible gratuitement pour nous. Et tout s'est bien passé, le déploiement a été effectué. Donc normalement à ce stade-là, vous pouvez ici copier cette URL et la coller au niveau de votre navigateur. Ou bien vous pouvez taper simplement Heroku Open et il va ouvrir ici votre application au niveau de votre navigateur par défaut. Et là, chez bam, voici ce résultat-là. Mais malheureusement, automatiquement, on a une erreur, ok? On nous dit qu'on doit rajouter notre sous-domaine au niveau des autres qui sont autorisés. On avait parlé de cette configuration lorsqu'on créait notre application, ok? Donc là, pas de problème. On vient au niveau de Acme, Settings. On va venir au niveau des autres autorisés et on va rajouter ce Mitsubishi là. En grosso modo, cela va permettre de dire que ce tot là
peut accéder à notre projet. Donc là, pas de problème. On va ici refaire quoi? Un petit git add -a, un git commit. On va mettre ici add Heroku subdomain tout. Et on fait simplement un git push Heroku master. Donc vous voyez que vous faites simplement votre git push. Heroku détecte le push et il fait le déploiement pour vous. Vous n'avez rien à effectuer, les gars. Et c'est comme ça que cela va se passer. Vous allez modifier votre code source. Vous faites un commit, vous faites un push, Heroku détecte le push et tout se passe ici avec succès. Donc là, tout s'est bien passé. On va tester. Je vais tenter d'actualiser. Et vous voyez, mamma mia, on n'a plus d'erreur, mais on a comme l'impression que nos fichiers statiques ne sont pas pris en compte, ok? Mais du moment qu'on n'a pas d'erreur, c'est déjà bon signe. On va tenter maintenant de modifier petit à petit les choses afin d'avoir ce qu'on avait en local à ce niveau-là, ok? Et mamma mia, vous voyez que là également, on a une erreur. On nous demande de rajouter localhost aux autres autorisés, ok? À cette même configuration-là. Donc, ce que vous pouvez remarquer d'ores et déjà, c'est que la configuration qu'on a en développement, on ne va pas avoir la même configuration ici en production. Par exemple, au niveau ici de la production, si on a une page qui n'existe pas, on ne doit pas afficher ce message d'erreur là avec ce code. Normalement, notre page 404 customisée doit être affichée, pas ce Mitsubishi là. Donc, on va essayer ici de créer un fichier de configuration spécifique pour la production. Je vais l'appeler prod_settings.py. Donc, ce fichier settings.py, ce sera ici la configuration lorsqu'on est en développement. Et ce fichier prod_settings.py, ce sera la configuration lorsqu'on est en production. La première des choses que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre from.settings, import à ce niveau-là all. Cela permet de dire, depuis le module settings, qui se trouve dans le package courant, il faudra tout importer, ok? Donc, tout fichier Python est un module. Et là, on parle de ce fichier-là, settings.py, de ce module-là. Donc, il va prendre tout ce qu'on a eu à écrire à ce niveau-là, toute la configuration, et elle sera disponible sans problème. Donc, vu qu'on aura accès à toute cette configuration, on pourra simplement modifier ce qu'on souhaite modifier. Donc, pas de problème. On aurait pu écrire également acme.settings si vous le voulez, c'est-à-dire depuis le module settings qui se trouve dans le package acme, il faudra tout importer, ok? C'est la même chose à ce niveau-là. Donc là, pas de problème. La première des choses que je vais modifier, c'est le debug. Je vais le mettre à false parce que lorsqu'on est en production, le debug doit être désactivé. Quelle autre chose que je vais modifier? On va modifier cette configuration-là. Par défaut, ce sera ici un tableau vide lorsqu'on est en développement. Mais en production, c'est là qu'on va ici rajouter le sous-domaine Heroku. Donc là, hello host. Je vais juste vérifier que je l'ai bien écrit, c'est parfait. Et là, je pourrais coller ceci. Je vais pourquoi pas mettre également template debug à false. Lorsque vous faites des erreurs dans vos templates, si le template debug est à true et que le debug est à true, c'est là que vous allez avoir à ce niveau-là vos erreurs qui seront affichées afin de vous aider à débugger votre template, ok? Lorsqu'on est en production, on ne veut pas activer ceci, donc je vais le mettre à false. On aurait pu mettre ceci comme cela. C'est-à-dire qu'on met template debug et debug à false, ok? Moi, je préfère garder ceci, c'est beaucoup plus explicite, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus clair dans mon esprit. On va aussi modifier notre secret key, ok? Il s'agit d'une valeur très sensible, donc normalement, on ne doit pas la laisser comme cela au niveau de notre code source. On peut la stocker au niveau de ce qu'on appelle les variables d'environnement. On verra cela tout à l'heure. Mais là, je vais essayer de copier ceci, venir à ce niveau-là, le coller. Et pour la production, on va générer une nouvelle clé secrète, ok? Vous pouvez venir au niveau de votre navigateur, taper ici Django Secret Generator. On va prendre ce premier lien là. Et normalement, rien qu'en cliquant à ce niveau, il va vous générer une clé secrète Django que vous pourrez ici copier et venir coller à ce niveau là, ok? Là, je vais gérer le problème d'espace. Donc là, normalement, on a eu à créer notre configuration pour la production. On met d'abord la configuration de base qui se trouve à ce niveau-là et on modifie ce qu'on a à modifier, ok? Mais pour l'instant, on n'a pas encore indiqué à Heroku que c'est cette configuration qu'il doit utiliser, ok? Si vous venez au niveau de ce fichier-là, wizgy.py, c'est à ce niveau-là qu'on spécifie
le module de setting qui doit être utilisé. Par défaut, il va prendre ici Acme Settings. Donc, c'est ce fichier Settings qui se trouve au niveau du package Acme. Mais ceci sera utilisé uniquement si vous n'avez pas défini ici de variable d'environnement qui a pour nom Django Settings Module. Si vous avez une variable d'environnement qui a pour nom Django Settings Module, il va prendre la valeur de cette variable d'environnement en lieu et place de prendre ceci, ok? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une variable d'environnement qui a ce nom-là au niveau des Heroku et on va lui donner comme valeur Acme, mais ici prod settings. Comme ça, Heroku va utiliser cette configuration-là. Donc là, on va tester. Je viens au niveau de Heroku, au niveau de notre projet. On clique sur settings. On va révéler les variables d'environnement et nous, on va rajouter une nouvelle variable d'environnement qui aura ce nom-là, Django settings module. Et la valeur, ce sera, comme je vous l'avais dit, acme.prod settings, ok? Et en production, ce sera maintenant cette configuration qui sera utilisée. En local, on pourra ici garder ce qu'on avait à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est venir à ce niveau-là, faire un petit git add. Je vais faire un git commit et ce sera à ce niveau-là add production settings et je fais un git push Heroku master. Donc là, tout s'est bien passé. Normalement, en local, je n'aurai plus de problème à ce niveau-là, vu qu'il va utiliser la configuration qui est présente ici, Acme Settings, ok, parce que je n'ai pas de variable d'environnement qui a ce nom-là, donc il va utiliser ceci par défaut. En production également, tout va fonctionner comme on le souhaite. Et chez Kebam, vous voyez maintenant, j'ai ma page d'erreur 404 qui s'affiche et mon site qui s'affiche sans problème. Le seul problème qu'on a réellement, c'est la stylisation qui ne fonctionne pas à la perfection. Là, je vois que ceci s'affiche parce qu'on avait affiché l'exception, si je ne me trompe pas. Donc, on va venir au niveau du code source, au niveau de nos templates, à ce niveau-là, errors, erreur 404. Et je vais enlever ici le message d'erreur. Je ne vais pas l'afficher, ok? Au niveau des erreurs 500, je pense que je ne l'avais pas affiché. Donc là, pas de problème. On va refaire un petit git add all. On va faire un git commit. Et je vais mettre do not display exception in 404 template. On fait à nouveau un git push Heroku master. Tout s'est bien passé. Si normalement j'actualise, chez Kebam, mon exception ne s'affiche plus. Ok. Donc là, si je viens au niveau de notre blog, vous voyez nos 3 articles qui s'affichent, même si on est en production. Cela veut dire que pour l'instant, il utilise notre base de données SQLite. Mais comme je vous l'ai dit, là, on va devoir utiliser PostgreSQL. On ne va pas utiliser cette base de données, vu que c'est ce qui est recommandé avec Heroku. Ok. Donc, il faudra ici installer 2 packages. Le premier package qu'on va installer à ce niveau-là, ce sera DJ Database URL pour Django Database URL. Et le deuxième package qu'on va installer à ce niveau-là, ce sera Psycho PG2. Donc, vous tapez ici pip install Psycho PG2. Ce premier DJ Database URL, il va nous permettre ici d'utiliser cette URL qui est présente à ce niveau-là afin de configurer Django pour qu'il utilise cette base de données PostgreSQL. Donc, vous avez ceci parce qu'on avait rajouté le add-on PostgreSQL, ok? Donc là, j'ai tapé Django PostgreSQL config. Je vais prendre ce lien-là. Et normalement, vous allez voir, pour configurer PostgreSQL au niveau de Django, il faudra ici mettre engine Django DB backend PostgreSQL. Il faudra mettre à ce niveau-là le nom de la base de données. Il faudra mettre le nom de l'utilisateur, le mot de passe, le nom de l'hôte et ici le port, ok? Si vous venez au niveau de votre configuration, au niveau des Heroku, settings, et si je copie ceci, on le colle à ce niveau-là, vous allez voir, ce qui est présent ici, c'est le nom de l'utilisateur, ce qui vient avant le 2 points. Ce qui vient après le 2 points à ce niveau-là, je vais essayer de le sélectionner. Avant le arrobase, c'est le mot de passe. Ce qui vient maintenant après le arrobase, ici, c'est le nom de l'hôte. Ça, c'est le port. Et là, c'est le nom de la base de données. OK? Donc, vous avez toutes les informations qu'il vous faut afin ici de configurer PostgreSQL au niveau de Heroku. Donc là, c'est parce que moi, je sais à quoi correspondent chacune de ces chaînes de caractères que je vous ai expliqué ceci.
Mais en lieu et place de vous fatiguer, c'est pourquoi on a installé DJ Database URL. Il va lire tout simplement cette variable d'environnement Database URL et extraire chacune des informations afin de configurer PostgreSQL pour votre projet Django. Donc là, j'ai tapé DJ Database URL au niveau ici de Google. Normalement, si je viens à ce niveau-là, on nous montre comment l'installer. Et après, pour la configuration, il faudra simplement l'importer, modifier Database Default en rajoutant ceci, ok? Donc, lui, il va lire la configuration via notre variable d'environnement, Database URL, et mettre à jour Database Default. Database Default, c'est ce Mitsubishi-là, Database Default, ok? Donc, en local, si je viens au niveau de Acme settings.py, en local, pour la base de données, Database Default, vous avez vu qu'on avait utilisé SQLite, ok? Donc là, on pourra modifier ceci très simplement au niveau de production setting. On va importer DJ Database URL en faisant ici import DJ Database URL, comme on l'avait vu au niveau de la documentation. Et on pourra mettre à jour Database Default. Vu qu'il a été importé à ce niveau-là, on pourra le modifier. Et la nouvelle valeur, ce sera quoi? Ce sera à ce niveau-là, ce Mitsubishi-là. Je vais le coller comme ceci, simplement que je vais enlever ce paramètre-là. Donc, tout ce qu'on fait, on utilise DJ Database URL afin qu'il puisse nous lire la configuration via notre variable d'environnement. Maintenant, vous pouvez me dire comment est-ce qu'il sait qu'il doit lire la configuration via la variable d'environnement vu qu'on n'a donné aucun paramètre. Vous pouvez lire le code source si vous le voulez. Si je viens au niveau de DJ Database URL.py, vous allez voir que par défaut, il va regarder une variable d'environnement qui a pour nom Database URL. Et si je descends, lorsque vous appelez cette méthode config qui est présente à ce niveau-là, si vous ne donnez pas ici le nom de votre variable d'environnement, par défaut, il va utiliser ceci et ce sera Database URL. C'est pourquoi, vu que notre URL de connexion avait pour nom Database URL, cela va fonctionner à la perfection. Donc là, pas de problème. On a eu à configurer ceci, on a eu à l'installer. Comme je voulais ici le faire, on va installer également Psycho PG2, qui est le driver que vous devez installer si vous souhaitez utiliser PostgreSQL avec Django. Il se peut que vous ayez ici une erreur. Si vous n'avez pas PostgreSQL qui est installé, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est qu'il puisse être présent au niveau de votre fichier requirements.txt afin que Heroku puisse l'installer. Ok? Donc là, je vais refaire un petit pip freeze et remettre ceci afin qu'il puisse mettre à jour mon fichier requirements.txt. Et vous voyez qu'il saura qu'il doit installer maintenant DJ Database URL et installer Psycho PG2. Donc, si vous avez une erreur lors de l'installation, modifiez simplement votre fichier pour ajouter ceci et Heroku saura qu'il devra l'installer sans problème lorsqu'il va lire ce fichier-là. Donc là, pas de problème. On va essayer de tester ceci. Je fais git add. Je vais mettre à ce niveau-là configure PostgreSQL. Et je vais faire un git push Heroku master. Donc là, on a une erreur. Il dit qu'il ne connaît pas database. C'est parce que je me suis trompé. C'est database avec ici un S, ok? Donc, si vous regardez ici, c'est bel et bien database S. Et si on veut accéder maintenant à default, on pourra y accéder. Là, j'avais oublié tout simplement le S. Et soit dit en passant, vous aurez pu utiliser la méthode update présente au niveau des dictionnaires, ok? Pour avoir ce résultat-là. Mais là, on va garder simplement l'égalité pour modifier ceci. J'ai rajouté le S. On va mettre git add, git commit. Je vais mettre ici fix typo in database config name. Et je vais continuer avec git push Heroku master. Désolé les gars, c'est sûr que vous l'avez vu lorsque j'écrivais ceci et vous ne me l'avez pas dit, vous m'avez laissé tout simplement continuer. Donc là, Shakybomb, tout s'est maintenant bien passé. Si on vient à ce niveau-là, on utilise cette nouvelle base de données. Je clique ici pour voir notre blog. Malheureusement, on a une erreur 500, ok? Et vu que les erreurs ne s'affichent plus, on a simplement ceci. Vous pouvez taper normalement Heroku comme ceci, logs. Et Heroku va vous afficher ici les logs. Comme cela, vous pourrez déboguer afin de voir d'où vient l'erreur en question, ok?
Si vous remontez, vous pourrez lire pour voir d'où vient l'erreur, avoir plus d'informations à ce niveau-là. Moi, je sais par expérience dans ce cas-là que l'erreur vient du fait qu'on n'a pas eu à appliquer les migrations en production, ok? Donc, la question que vous pouvez me poser, parce qu'en local, vous savez qu'on peut faire Python manage.py migrate afin d'appliquer les migrations. Mais comment appliquer ceci au niveau de Heroku, ok? Ce sera très simple. Vous allez précéder ceci de Heroku run. Si vous mettez ici Heroku run, c'est comme si vous demandez à Heroku d'exécuter ceci pour vous. Exécute-moi ici Python manage.py migrate. Et si je valide, normalement ici Heroku va m'exécuter ceci, ce qui va permettre ici d'appliquer toutes les migrations et normalement ici nos tables seront créées, on n'aura plus de problème. Soit dit en passant, j'aurais pu taper simplement Heroku run bash comme ceci et je peux mettre l'option "-a" et rajouter le nom de notre application qui est ici acme-tdn et j'aurai accès au bash qui va me permettre après de pouvoir taper les mêmes commandes. Donc si je fais par exemple ls, vous voyez, on a tous nos fichiers à ce niveau-là, notre fichier manage.py, notre fichier requirements.txt, notre projet, et ainsi de suite. Donc, vu que je suis ici, je peux taper de la même manière, Python manage.py. Cette fois-ci, je vais créer un super utilisateur, freedev. L'adresse email, ce sera mercuryseries@gmail.com. Et le mot de passe, ce sera passer 123. Passer 123. Donc là, pour sortir, je peux faire CTRL-D. Ou bien excite et normalement ma migration a été appliquée, j'ai un super utilisateur. Si je viens ici, vous allez voir, je n'aurai plus d'erreur 500, on me met simplement 0 poste. Là, je vais me connecter à l'administration afin de rajouter quelques postes. Donc le nom de l'utilisateur c'est freedev et le mot de passe c'est passer 123. Donc là, je suis connecté à l'administration. Voici ici mes postes. C'est dommage, pour l'instant il n'y a pas la stylisation, mais ne vous inquiétez pas, on va gérer ceci tout à l'heure. Je vais rajouter un nouveau poste. Le titre, ce sera First Post. Et le body, ce sera This is my first post. Je vais faire sauvegarder et rajouter un autre. Ce sera Second Post. Et là, on pourra écrire This is my second post. Sauvegarder et rajouter un autre. Third Post. This is my third post. Je n'oublie pas de mettre le point pour sauvegarder, ok? Donc normalement vous pouvez venir à ce niveau là. Je vais rajouter le point parce que je l'ai oublié. Désolé les gars. Il faudrait que ce soit une bonne phrase. Et normalement, vu que j'ai maintenant des articles, lorsque je vais venir au niveau de blog, vous voyez ici mes 3 articles qui s'affichent. Pour l'instant, vous voyez que ces Mitsubishi sont affichés un peu de manière bizarre, ok? 3, 1, 2, ainsi de suite. On pourra dire que tu vas afficher les articles du plus récent au plus ancien. Donc, il va afficher l'article qui a pour identifiant 3, après celui qui a pour identifiant 2 et celui qui a pour identifiant 1. Parce que celui-là, c'est le plus récent, après celui-là et après celui-là. Donc, on va modifier un peu notre code. Si je viens au niveau de blog, ensuite au niveau de views, pour l'instant, je récupérais tous les articles, mais je vais utiliser order by. Là, je pourrais mettre ici -created at. Cela va permettre tout simplement de les ordonner de façon décroissante en se basant sur leur date de création. Ok, rappelez-vous, on avait ce created at là, vu qu'on héritait de ce modèle. Donc là, pas de problème. Si je fais git statut, on a juste modifié ce fichier views.py, pas de problème. Donc je vais faire un git add all. Je vais faire ensuite un git commit display latest post on blog index page et je fais un git push Heroku master. Donc tout s'est bien passé. Normalement, si j'actualise, vous allez voir, j'aurai ici l'article qui a pour identifiant 3, après celui qui a pour identifiant 2 et celui qui a pour identifiant 1. Et chez Kebam, voici ce résultat-là. Tout fonctionne à la perfection. Maintenant, on va terminer par la stylisation parce que vous voyez en local, ma stylisation fonctionne, mais pour l'instant en production, cela ne fonctionne pas. Lorsque vous êtes en local, ok, en développement, Django se charge ici de pouvoir délivrer les fichiers statiques pour vous. C'est pourquoi tout fonctionnait ici à la perfection. Maintenant en production, comme je vous l'avais dit, soit vous pourrez ici délivrer ces fichiers statiques via un CDN, ok, ou bien vous pourrez utiliser un outil qui a pour nom White Noise, qui va vous permettre de pouvoir délivrer vos fichiers statiques
via votre application directement. OK? Donc, on va l'installer également. Je vais faire pip install white noise. Parfait. Je vais faire pip freeze et je vais le mettre également au niveau de requirements.txt afin que Heroku puisse l'installer pour moi. Et chez Kebam, il a été rajouté. Vous pouvez venir voir la documentation. Donc, j'ai tapé white noise au niveau de Google. On va prendre ce lien-là pour voir la documentation. On nous dit pour les applications Django, une fois qu'on l'a installé, il faudra rajouter ceci au niveau des middleware. OK? Donc, je copie ceci, pas de problème. Au niveau de Acme Settings, voici mes middleware. En lieu et place de le rajouter directement ici, vu que j'en ai besoin uniquement en production, je vais donc le rajouter à ce tableau-là lorsqu'on sera en production. OK? Donc, je peux mettre middleware qui va représenter ce tableau-là. Et pour pouvoir y rajouter un élément, je pourrais faire plus égal pour dire tu vas me rajouter à ce tableau-là ce middleware également. OK? Et checker bon. Donc, normalement en production, il va me rajouter ce middleware à ce tableau-là. Autre chose, on nous dit pour ajouter ici le caching, on peut copier ceci et également le coller. Donc, pas de problème, je vais le coller à ce niveau-là. Donc là, j'ai suivi les instructions, j'ai installé White Noise, je l'ai rajouté à requirements.txt. J'ai eu à configurer ceci au niveau de notre configuration de production. On va ici tester, je vais faire un git add, je vais faire un git commit. Je vais mettre setup white noise for static files delivery. Je vais faire ensuite un git push Heroku master. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, lorsqu'on va actualiser la page, on aura maintenant notre stylisation qui sera appliquée. Et chez Kebam, vous voyez, à ce niveau-là, sans problème, notre stylisation est appliquée. OK? Normalement, si je viens aussi au niveau de l'administration, vous voyez, tout fonctionne à la perfection. Donc les gars, avant de terminer à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, ceci est une information sensible. Donc en lieu et place de mettre ceci directement, on va le mettre au niveau des variables d'environnement. OK? On ne va pas le mettre directement au niveau de notre code source. Donc là, pas de problème. Je peux venir au niveau de Acme Settings. Je vais créer une nouvelle variable d'environnement qui aura pour nom secret key. Et je vais mettre cette valeur-là. Et je vais faire rajouter. Très important de cliquer sur rajouter. Maintenant, il faudra lire cette valeur-là qu'on a eu à mettre au niveau de notre variable d'environnement qui a pour nom secret key. OK? Normalement, vous pouvez mettre ici OS, qui est un module au niveau de Python. Et on va mettre environ comme ceci, pour dire environment. Et on pourra mettre secret key. Ce qui permet de dire, il faudra me lire la valeur de la variable d'environnement qui a pour nom ici secret key. OK? En lieu et place de mettre ceci directement, on va se créer une petite fonction qui aura pour nom ici get environment variable. On pourra lui donner ici le nom de la variable d'environnement qu'on souhaite lire. Et si on a une valeur par défaut, on pourra mettre ici cette valeur par défaut à ce niveau-là. OK? Donc moi, c'est ce que je vais faire. Juste pour que ce soit clair dans votre esprit, si je viens au niveau ici de settings.py, c'est à ce niveau-là qu'on avait eu à mettre notre clé secrète. OK? Je vais mettre ceci. Je vais essayer de copier cela et vous l'expliquer. Je vais dire, s'il existe une variable d'environnement qui a pour nom ici secret key, alors tu me récupères la valeur de cette variable d'environnement. Dans le cas contraire, tu mets cette valeur-là qui sera la valeur par défaut. Et là, je n'ai pas besoin de dupliquer ceci. Donc, lorsqu'on sera ici en local, il va prendre ceci parce que dans mon cas, je n'ai pas de variable d'environnement secret key. Mais lorsqu'on sera en production, vu que j'ai cette variable d'environnement-là, il va utiliser cette valeur-là sans problème. Donc, il faudra maintenant créer cette petite fonction. Pas de problème, je vais la définir ici. Ce sera get env variable. On aura besoin ici du nom de la variable d'environnement et là de la valeur par défaut, donc default value. Je vais mettre ici un try et un except key error. Donc tu vas essayer de me retourner OS. Vous voyez que ceci a déjà été importé. .environ avec ici le nom de la variable d'environnement qui sera passé à ce niveau-là. Dans ce cas, ce sera secret key. Si elle existe, tu retournes cela sans problème, mais si elle n'existe pas, on aura cette exception qui sera levée. Dans ce cas-là, je vais vérifier. Donc là, je vais dire que la valeur par défaut, c'est non.
je vais dire si la valeur par défaut est égale à none, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été donnée. Alors là, je vais lever une exception de type improperly configure avec un message d'erreur que je vais entrer bientôt. Dans le cas contraire, tu vas retourner la valeur par défaut qui est ici default value. Donc si on a trouvé une variable d'environnement qui a cette clé là, tu me retournes ceci. Si on n'a pas trouvé, on aura une exception qui sera levée. Dans ce cas là, je vérifie s'il y a une valeur par défaut ou non. S'il n'y a pas une valeur par défaut, donc ceci va rester ici à none. On va lever une exception pour dire qu'il y a un problème de configuration. Dans le cas contraire, on retourne la valeur par défaut qui a été spécifiée. Et là, ce que je vais mettre comme message, set. On va utiliser ceci. Environment variable. Et là, je pourrais mettre ici format var name. Afin que ce soit beaucoup plus clair, pourquoi pas, on va mettre ici error msg pour message d'erreur. Et on va définir cette variable là qui va valoir ce contenu là. OK? Donc là, on va lever cette exception là et dire qu'il faudra définir cette variable d'environnement là. Alors ce code qui est présent à ce niveau là, il vient d'un livre qui a pour nom To Scoop of Django. OK? Si vous voulez vraiment apprendre plein d'autres choses en rapport avec Django, c'est un livre que je vous recommande vivement d'acheter. OK? Vous allez apprendre plein de choses en rapport avec Django. Donc là, pas de problème. Il me faudra maintenant importer cette exception là. Donc je pourrais mettre ici from django.core.exceptions import improperly configure. Donc là, pas de problème, on a utilisé cette variable d'environnement ici et partout où vous souhaitez maintenant récupérer des valeurs depuis une variable d'environnement, vous pourrez utiliser cette fonction là et donner également une valeur par défaut si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc les gars, je crois que là, je n'ai pas eu à effectuer d'erreur. Normalement, tout doit continuer de fonctionner. On va faire un petit git statut afin de voir ce que j'ai eu à modifier. Pas de problème, je vais faire un git add all, un git commit. Et le message, ce sera add get env variable function utility function and retrieve secret key from env if available. Donc là, pas de problème, on fait git push et au coup master et normalement tout doit être bon et on se dira au revoir pour cette vidéo là. OK? Donc là, on n'a pas eu d'erreur. On va venir à ce niveau là, tenter d'actualiser. Tout continue de fonctionner à la perfection. OK? Et shake-bam. On va tester en local et shake-bam, tout fonctionne également sans problème en local. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo là. Là, on a juste vu le moyen le plus simple de gérer ceci. Mais bien évidemment, vous pourrez faire des trucs beaucoup plus avancés, ok? Donc, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais au moins vous parler un peu de la notion de pipeline et vous montrer comment rajouter aussi un nom de domaine, ok? Normalement, si vous descendez à ce niveau-là, vous voyez que par défaut, vous utilisez ce sous-domaine-là qui est gratuit. Mais vous pourrez rajouter ici votre domaine si vous en avez un en cliquant sur Add domaine et vous pourrez le rajouter. Et après, de la même manière, vous allez voir comment rajouter un certificat SSL. Avant, il fallait débourser de l'argent pour avoir un certificat SSL. En gros, pour faire simple, pour que votre site soit en HTTPS, ok? Mais maintenant, ce n'est plus le cas, ok? Parce que vous pouvez utiliser un service qui a pour nom Let's Encrypt, ok? Et il vous donne droit à un certificat SSL gratuit. Donc, vous pouvez taper au niveau de Google Let's Encrypt et Heroku. Et vous allez voir comment ici l'utiliser au niveau des recours. Maintenant, au niveau ici des pipelines, cela va vous permettre, comme c'est marqué à ce niveau-là, de pouvoir connecter plusieurs applications et de pouvoir faire la promotion de code entre ces applications-là. En grosso modo, si vous faites New Pipeline, vous pourrez ici créer une nouvelle pipeline. Et à ce niveau-là, ce que cela va vous permettre de faire, c'est avoir un serveur staging. En grosso modo, lorsque vous allez faire des modifications, en lieu et place ici de faire le déploiement directement sur votre serveur de production, vous aurez un serveur intermédiaire qui sera le serveur staging
où vous pourrez ici vérifier que tout fonctionne, et après, lorsque vous êtes satisfait, tout fonctionne comme vous le souhaitez, vous pourrez ici prendre le code déployé sur le staging et l'appliquer également au serveur live. Ok, dans la pratique, lorsque vous avez une plateforme qui est en ligne, il y aura certaines personnes qui vont se charger ici de tester les nouvelles fonctionnalités, vous faire des retours afin de vérifier que tout fonctionne comme cela a été défini au niveau des cahiers de charge. Ok, donc ces personnes-là très souvent ne s'y connaissent pas en programmation. Donc vous ne pouvez pas leur dire il faudra installer Python, il faudra ici créer un environnement virtuel, ainsi de suite. Ok, donc vous allez devoir mettre la plateforme en ligne au niveau d'un serveur, mais ce ne sera pas ici le serveur de production, ce sera simplement un serveur intermédiaire entre le développement et la production qu'on appelle ici serveur staging, qui va permettre ici de vérifier que tout fonctionne. Et vous aurez la possibilité de le faire très simplement avec le système de pipeline. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire en rapport avec Heroku et le déploiement d'une application Django. J'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace.